Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Et nous ouvrons ce journal par des faits de société. Encore une nouvelle grève au sein des universités d'État du Cameroun. Les patrons des amphithéâtres sont en grève depuis le 8 février 2021, ce lundi. D'ailleurs, il avait annoncé la suite de la précédente grève qui n'avait pas trouvé faveur auprès du ministre d'État des Enseignements supérieurs du Cameroun. Une cessation des activités d'enseignants et d'évaluation des étudiants. Il dénonce aussi le non-paiement des primes liés à la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Les précisions dans ce reportage de Jean Jemayedna et Patrice Foucault. Suspendu le 30 janvier dernier, ce après une semaine de grogne, les enseignants du supérieur sont de nouveau en grève. Depuis ce lundi 8 février 2021, regroupés au sein du syndicat national des enseignants du supérieur, ces patrons des amphithéâtres observent une fois de plus une cessation d'activité académique dans l'ensemble des 8 universités d'État que compte le Cameroun. La décision est celle du bureau exécutif national du SINES, prise au sorti d'une session extraordinaire où un seul point inscrit à l'ordre du jour a été examiné. Pour ce qui est du mot d'ordre de grève, la quasi-totalité des enseignants suivent le mot d'ordre de grève parce qu'il faut rappeler que les enseignants ont été invités à cesser les activités d'enseignement, d'évaluation, de proposition et de correction de copies parce que jusqu'à présent, 2000 de nos collègues attendent toujours d'être bénéficiaires de l'allocation, de la modernisation, de la prime spéciale, alors que la note du ministre d'État disait que le virement allait commencer le 28 janvier. On ne comprend pas comment jusqu'au 9, les collègues continuent à attendre d'en être bénéficiaires. Loin, très loin d'ailleurs, pour ces enseignants du supérieur, de challenger avec la tutelle par cet autre mouvement d'humeur observé dans les campus étatiques. Les membres du SINES interpellent juste le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur. On va dire que c'est la main tendue du SINES parce qu'on s'est dit que passé le 30, le gouvernement aura au moins une semaine pour réajuster les dossiers s'il y a des dossiers qui ne sont pas bien montés. Mais on est surpris, nous aussi, qu'à ce jour, les enseignants sont toujours dans l'attente. Il faut dire que l'argument qui nous est souvent brandi, c'est qu'il y a un arbitrage par rapport aux priorités au regard de la trésorerie. Mais le SINES continue de dire que lorsque un enfant a faim ou soif, c'est vers son parent qui se retourne, il ne va jamais voir le voisin. Et donc la tutelle, c'est bien le ministère de l'Enseignement supérieur. Et au-delà de ce statu quo, constaté dans le paiement de la prime de la modernisation, de la recherche, où plus de 2000 enseignants des universités d'État attendent toujours en vain leur allocation. Plusieurs autres points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette séance de travail entre le BEN du SINES et le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo. Il faut dire qu'il y avait 4 points à l'ordre du jour. Les prestations académiques dues aux enseignants. À ce jour, quelques établissements des universités sont à jour de ce paiement, mais l'université de Maroua et de Tchang ont transmis leur dossier parce qu'on nous dit que c'est la caisse autonome d'amortissement qui va payer. L'autre point a porté sur la situation des collègues Sango et Ngalim, parce que ces collègues, l'un a été révoqué et l'autre suspendu pour 2 ans. Or, qu'est-ce qui est à l'origine de la sanction? Il y a un qui était dans une zone de lockdown où il n'est pas autorisé à sortir, il n'a pas pu proposer le sujet d'examen. Mais comme l'université de Boya, vous pouvez le vérifier, a un système de banque de données, on a pris un sujet qu'on a proposé aux étudiants et il a corrigé. Mais on est tous surpris que la sanction qui a été la sienne soit la révocation avec perte de ses droits. C'est donc campus mort depuis ce lundi 8 février 2021 jusqu'à nouvel ordre, comme a laissé entendre le bureau exécutif national du SINES.
Et toujours dans le registre des faits de société, cette fois-ci, lutte contre le transport clandestin dans la ville de Douala. Le préfet du département du Vouri est descendu sur le terrain. Benjamin Boutou est allé à la traque des conducteurs de moto-taxi qui évoluent sans pièce officielle ni permis de conduire. Une opération qui a été lancée dans le quartier Bonassama, un quartier situé dans l'arrondissement de Douala 4e, qui vise à sensibiliser mais surtout réprimander les conducteurs de mototaxi qui évoluent dans l'illégalité. Une opération qui prendra aussi fin dès le mois de mai 2021. Frédéric Motomé et Patrice Soko. Elle est effective depuis ce lundi 8 février 2021 à travers les artères de la capitale économique du Cameroun, Douala. La campagne de sensibilisation-répression à l'endroit des conducteurs d'engins à deux roues à titre onéreux qui continuent d'évoluer sans leurs documents officiels, notamment le permis de conduire. Le préfet du Vouri a lancé la sensibilisation musclée avec les forces de maintien de l'ordre, la police municipale et les acteurs de ce secteur, les leaders, notamment des syndicats de la plateforme du Vouri. Donc cette sensibilisation va durer 3 mois. Il est maintenant important que ceux qui continuent à traîner le pas comprennent que l'autorité s'est levée. La tolérance administrative, c'est terminé. Tu veux travailler, il faut que tu te mettes en règle. Lancé au rond-point Bonassama, à quelques encablures de l'hôtel de ville de Douala 4e à Bonabéry, cette nouvelle campagne menée tambour battant par Benjamin Boutou, préfet du département du Vouri, bénéficie de l'appui technique du projet Moto Afrique, des leaders des syndicats de mototaxi et du soutien des éléments de force de l'ordre et de sécurité et la police municipale. Même la répression, c'est toujours la sensibilisation. Donc l'étape d'aujourd'hui, c'est l'étape de sensibilisation plus répression. Et nous appelons à la conscience de tout pour dire qu'il est l'heure que chaque personne puisse avoir son permis de conduire. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Le jeu pour le permis de conduire est de 2 mois. Si les gars n'appliquent pas, là on peut maintenant le commenter à les arrêter. Tout ce qu'il faut, c'est manque de sensibilisation. La campagne vise davantage à réguler ce secteur d'activité tel que prévu par la réglementation en vigueur et à extirper des rangs de mototaxis livrés du bon grain. Il est important aujourd'hui de dire que le secteur mototaxi est miné par des intrus. Et il est important aujourd'hui que nous commençons déjà à trier ceux-là qui ne paient pas, qui n'honorent plus notre secteur d'activité. Parce que chaque jour on nous accuse. Donc nous sommes d'accord avec monsieur le préfet du Vouri qui veut automatiquement que notre secteur soit organisé et nous sommes partants de l'accompagner pour que ce processus soit mis en marche. Durant cette opération, les mototaximens pris sans document officiel ont vu leur engin être conduit à la fourrière municipale et ne peuvent rentrer en possession de cet engin qu'après présentation de leur permis de conduire et de bien d'autres documents officiels. Lui-même a fait arrêter une moto et qu'il a envoyée en fourrière, bien qu'il ait même donné 5 000 francs à ce monsieur parce qu'il a eu pitié de lui. Ce monsieur n'avait ni carte d'identité, ni permis de conduire, ni papier de la moto. Vous voyez, c'est très grave. On a arrêté d'autres qui ont présenté les reçus de projet Moto Afrique et le préfet a demandé qu'on les laisse. Rappelons que la campagne de sensibilisation-répression ainsi lancée court jusqu'à la fin du mois d'avril 2021 prochain. Prenez le taxi, Initiative prise par le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, qui vise à assainir le milieu de conducteurs de moto-taximan. Une autre initiative qui a été prise cette fois-ci dans le secteur de l'éducation, dans la ville de Konsamba, département du Mongo, dans la région du littoral, c'est renforcer les capacités des élèves pour limiter les violences enregistrées ces derniers mois dans les établissements scolaires. Un atelier qui a été mis sur pied par l'administration de la délégation régionale des enseignements secondaires dans cette partie du pays. Il était question de renforcer les capacités des élèves, mais surtout apprendre à ceux-ci des valeurs morales pour limiter ce phénomène grandissant dans les établissements scolaires. Je vous propose d'ailleurs le compte rendu de nos reporters qui étaient présents à cet atelier de renforcement des capacités Patingouagnan et Château-en-Vallon depuis la ville de Konsamba. Les violences en milieu scolaire étaient au centre de cette rencontre de renforcement de capacités entre le délégué régional des enseignements secondaires du littoral et les responsables d'établissements exerçant dans le Mongo. Nous sommes ici à la salle de permanence du lycée de Manengumba à Konsamba. Tout à l'heure, quand je parlais des grossesses, je vous ai dit qu'il y a des grossesses, les grossesses de la petite fille de 13 ans qui a perdu son enfant à 6 mois. Ça, c'est un avortement spontané parce qu'elle n'a pas provoqué que l'enfant est sorti parce que l'enfant n'arrivait pas, l'organisme n'arrivait pas à s'adapter à ce corps étranger. Cette
avortement pouvait se tenir en plein cours de français ou bien un lundi au rassemblement. Par l'entremise de l'inspection médico-scolaire de la région du littoral, des séminaires de formation sont faits à l'endroit d'une catégorie de personnel qui regroupe les surveillants généraux, les animateurs pédagogiques ou les responsables des APPS et des infirmiers et même des conseillers d'orientation pour leur donner d'autres outils pour nous accompagner dans la lutte contre les déviances et la violence en milieu scolaire. Au sortir de cette formation, les responsables d'établissement semblent mieux outillés pour combattre ce phénomène qui mine nos campus scolaires. Ce séminaire a été compétifiant parce qu'il y a, au regard des expériences qu'a vécues monsieur le délégué régional et du médecin-chef de l'IMS, il nous a beaucoup édifié et on a compris que les enfants nous font trop de choses dans les établissements scolaires. Les drogues, les grossesses précoces, liées aux jeunes filles et surtout le jeu de cartes, le jeu de jambo. Donc maintenant, on sait un peu à quoi s'en tenir, essayer un peu de ramener ces enfants, beaucoup causer avec eux. Cette année, donc, on a pris la responsabilité de toujours faire la même chose pendant la semaine de la jeunesse pour créer les task force, pour vite identifier et manager les incidents de consommation de drogue et violence. Et même, on a encore ajouté les grossesses précoces, prévention des grossesses précoces. C'est cette année-ci en milieu scolaire. Souvent des violences, on peut avoir des violences verbales ou physiques. Sur les violences physiques, on peut avoir les bagarres, les conflits entre camarades. Sur les violences verbales, on peut avoir peut-être des problèmes entre professeurs et élèves. Par exemple, un professeur qui coupe des points à un élève. L'élève, le professeur, dans les normes, ne doit pas couper les points à un élève parce que les points, ce n'est pas des trucs qu'on distribue et qu'on reprend. Pour cela, donc, pour qu'un professeur puisse punir un élève, il peut lui donner une corvée, lui demander une petite tâche à faire, ou bien lui donner un autre exercice. Au demeurant, il est donc important de promouvoir un environnement d'études sain pour le bien des apprenants et même de la société tout entière. Et à la suite de ce journal, on s'intéresse cette fois-ci aux différents élus de la nation. Pas de répit pour ceux-ci, les députés de l'Assemblée nationale qui ont été convoqués par le président de cette Assemblée nationale, Kavaye Guédibril. Une session parlementaire ordinaire qui aura lieu dès la date du 11 mars 2021 au Palais de Congrès qui fait office de l'hémicycle en travaux brûlés il y a quelques mois du côté de Yaoundé. On parle aussi d'une convocation des sénateurs, une session ordinaire qui mettra en exergue le vote à la tête donc du bureau exécutif de l'Assemblée nationale. Les précisions dans ce reportage. Cette première rencontre des élus va connaître prioritairement le renouvellement des bureaux des deux chambres du Parlement. En effet, un décret du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, convoque pour le 11 mars prochain la première session de cette chambre pour l'année 2021. La plénière d'ouverture est prévue à 11 h au Palais des Congrès où l'Assemblée nationale a pris ses quartiers depuis que des travaux de construction de son nouveau siège sont en cours sur l'ancien site. Le Sénat va prendre le relais quelques heures plus tard, toujours au Palais des Congrès et toujours en présence du Premier ministre qui conduit son gouvernement, Joseph Dione Gouté. Comme le veut la coutume contenue dans le règlement intérieur, ce sont les bureaux d'âge qui vont procéder à l'ouverture des travaux dans les deux chambres. Ainsi, le député le plus âgé assisté des deux jeunes vont ouvrir la session de l'Assemblée nationale, idem au Sénat où le sénateur le plus âgé va se faire assister des deux plus jeunes. Ceci jusqu'à l'élection du nouveau bureau qui va présider pendant un an encore. Par ailleurs, Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, sans discontinuité, devra remplir perchoir. De même au Sénat, bien que très affaibli par l'âge et son état de santé, Marcel Niak-Difendi devrait être réélu sans trop de mal à la présidence du Sénat. La session parlementaire durera 30 jours où peut-être des modifications et de probables renouvellements s'effectueront à la tête soit de l'Assemblée générale du Cameroun, soit tout simplement à la tête du Sénat. Et le sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour le rétablissement
humain ONU Habitant est au Cameroun pour une visite de travail. Il a été reçu par le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. La cérémonie s'est déroulée à Yaoundé. Maturana a donc reçu l'hôte du Cameroun pour une séance de travail. Les précisions de Jean-Oscar Libok et Mohamed Sombadou dans ce reportage. Il était exactement 12h15 lorsque l'avion ayant à son bord le Camerounais Victor Kissop, sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitant, foulait le tarmac de l'aéroport international de Simalène. Durant plus de 3 jours, ce haut émissaire du système des Nations Unies aura un programme bien chargé entre la journée de lundi et le jeudi 11 février 2021. Des séances de travail avec Célestine Ketcha-Courtès, partant du ministère en charge des questions d'habitat et de développement urbain au Cameroun, avec des audiences au premier ministère, la signature de certaines conventions qui vont en droite ligne avec les missions qui sont allouées au MINDU et celles des Nations Unies dans le domaine du développement urbain. C'est alors une expression du renforcement de la coopération que le Cameroun a avec le système des Nations Unies. Le Camerounais Victor Kissop, par ailleurs sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitant, en visite officielle aura signé le protocole d'accord pour la planification et l'opérationnalisation du bureau pays ONU Habitat. Bien évidemment, il y aura l'examination conjointe entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et ce haut émissaire des Nations Unies dans le cadre du plan cadre du système des Nations Unies pour l'assistance. Rendons à présent à Bolova, la capitale de la région du Sud qui renaît de ses cendres. Les travaux de réhabilitation, certains axes routiers d'aménagement des espaces de divertissement sont en cours et vont être livrés, on va dire, un nouveau visage que présente la ville de Bolova qui pourrait attirer de probables touristes nationaux et internationaux. Les précisions dans ce reportage de Jean-Jamin Yenna et King Martin. Depuis son arrivée à la tête de la mairie de la ville de Bolova, la cité capitale de la région du Sud Cameroun affiche un visage beaucoup plus reluisant. Les travaux de réhabilitation et d'embellissement entamés depuis quelques mois par le maire de la ville à l'effet d'implémenter de manière efficace et efficiente le processus de décentralisation font l'unanimité. C'est ainsi que l'on peut observer, à travers les artères de la ville de Bolova, la création des parkings payants, le curage des trains et caniveaux, la lutte contre le désordre urbain, le retour de l'éclairage public et plusieurs autres aménagements au grand bonheur des populations. Je peux seulement apprécier le travail qu'a monsieur le maire de la ville de Bolova. Parce que depuis son installation dans cette cité capitale de la région du Sud, la ville s'est métamorphosée en un rien de temps record. Nous avons il y a l'éclairage public et c'est ce qui est d'abord la première des choses parce qu'avec tout ce qui se passe dans le banditisme et autres, ce n'est plus facile puisqu'on te voit même à 100 mètres. Donc c'est un bon travail, nous apprécions le travail du nouveau maire de la ville. Avec la loi du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées et la mise en place du conseil régional, qui est une traduction concrète des résolutions du grand dialogue national et qui représente une opportunité unique, la région du Sud n'a pas attendu pour entamer son œuvre de modernisation de sa cité. C'est ainsi que le lac municipal, la place du Square, du président Paul Biya, le marché Oyenga, ainsi que les espaces verts ont été aménagés par la mairie de la ville afin d'apporter un confort aux populations. C'est un bon travail. Bon, actuellement, ce qu'il faut seulement pour monsieur le maire, ce que je peux ajouter, c'est de regarder aussi les périphéries, parce que ce n'est que le cœur de la ville qui est déjà clair, propre, bien. Mais maintenant, il faut revoir aussi les périphéries, parce que c'est là où il y a encore des problèmes. Et
il y a aussi le problème d'eau, parce que l'eau c'est la vie. Au jour d'aujourd'hui, les quartiers n'ont pas de l'eau potable, parce que chaque quartier doit avoir ne serait-ce qu'un robinet où les gens viennent s'approvisionner chaque matin ou bien le soir, disons au courant de la journée. Je crois que la décentralisation apporte donc, n'est-ce pas, ce plus-là, de confier, n'est-ce pas, la gestion des affaires publiques, n'est-ce pas, aux populations elles-mêmes. C'est-à-dire que ce soit désormais les populations qui décident de ce qu'elles veulent faire, de quelle est leur vision de développement, de comment est-ce qu'elles entendent, n'est-ce pas, implémenter cette vision de développement. C'est ça qu'il faut pouvoir relever comme le principal défi que la décentralisation apporte chez nous. Donc, vous voyez très bien que nous, par exemple, dans la ville de Bolo, avec toute la dimension, n'est-ce pas, de l'embellissement qui a lieu ces derniers jours, on comprend très bien que les élus locaux veulent prendre la chose en main parce que désormais, c'est eux qui doivent gérer la ville, c'est eux qui doivent apporter le bien-être aux populations. C'est pour ça que, justement, la décentralisation est faite pour que ce soit ceux-là que nous votons, qui puissent prendre les rênes et qu'ils aient un mandat qui puisse nous rendre compte, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait avec le mandat qu'on leur a confié. C'est donc une ville d'Ebolova, chef-lieu de la région du Sud, qui est résolument tournée vers la modernisation de sa cité capitale, afin de hisser plus haut cette ville d'Ebolova, qui signifie en langue locale le chimpanzé pourri. Réduire le taux de mortalité, mais surtout faciliter l'accès aux soins dans la ville de Maroua, située dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ce sont les principales raisons qui ont favorisé la réhabilitation, ou surtout la réfection des travaux de l'hôpital régional de Maroua. Une réfection des travaux qui ont été livrés à l'autorité administrative de cette localité, partie administrative du pays. Le gouverneur de la région de l'extrême nord visite guidée aussi de cet hôpital, New Look de l'hôpital régional de Maroua, grâce à son nouveau directeur. Les précisions dans ce reportage. Les services visités par le gouverneur de l'extrême nord sont entre autres le cabinet dentaire qui a été complètement rénové et refait, équipé de nouveaux appareils dentaires, les centres de transfusion sanguine, le service de la maternité où un espace pour consultation pédiatrique a été aménagé ainsi qu'une salle d'accouchement individuelle. L'autre service de réanimation a été rénové et dispose désormais de cartes postes et de salles de soins intensifs équipées de matériel ultramoderne. Toutes ces élections rentrent dans le cadre de l'humanisation de soins de qualité prévus dans cet hôpital. Dans un contexte où l'hygiène hospitalière est approximative, il faut que les services soient propres, il faut que ce soit suffisamment accueillant. Et quand c'est le cas, le malade se sent pratiquement à moitié guéri. Et c'est pour ça qu'à côté de tout ce qui est fait là, nous sommes en train de faire la promotion du bon accueil en milieu hospitalier. Et c'est pour ça que nous avons lancé une série de formations en cascade pour le renforcement des capacités du personnel, la sensibilisation du personnel à pouvoir apporter à tous nos patients des soins de qualité, des soins dignes. Voilà. Et pour résoudre des problèmes d'approvisionnement en eau dans cette structure hospitalière, une réserve et château de près de 60 000 litres d'eau et 30 000 litres sont en cours de réalisation. Pour le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiwa Yawa Bakari, il est question de mettre en marche le développement de la ville de Maroua par la construction de cet hôpital. Le directeur, c'est le nom qu'il faut à la place qu'il faut. On est le directeur de l'équipe d'Offisam, le destin avec nous, c'est l'homme du terrain. Il a fait et il va continuer à nous surprendre. Je demande aux populations tout simplement d'en faire bon usage et de venir ici, à l'hôpital de Maroua, pour trouver les soins autrefois qu'on pouvait trouver à des milliers de kilomètres, avec des médecins outillés, des jeunes qui, franchement, les rêves qu'a donné le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire les populations camerounaises. Nous disons merci à tous nos partenaires, à tout le monde, une fois de plus. Merci.
Tous ces travaux réalisés obéissent à un plan stratégique allant de l'année 2020 à 2022. Des travaux d'établissement de l'hôpital régional de Maroua qui vont favoriser la prise en charge des soins, mais surtout le bien-être des populations de la région de l'extrême nord Cameroun. Et on s'intéresse au sport dans ce journal. Le championnat d'Afrique des Nations, rendu à sa 6e édition, on joue les prolongations sur LTM Télévision. Le bilan de cette compétition organisée par le Cameroun. Beaucoup d'interrogations, bilan positif ou négatif, tentative de répondre dans ce reportage des Obel Apoleniembo. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football s'est déroulée du 16 janvier au 7 février 2021. 16 équipes étaient au départ pour 34 rencontres jouées et 61 buts marqués. Le vainqueur de cette compétition, c'est le Maroc, tenant du titre, qui a dominé en finale sur le score de 2-0. Le Maroc se positionne également comme étant la meilleure équipe de ce tournoi. Le meilleur joueur et meilleur buteur est aussi marocain. Soufiane Rahimi, auteur des 5 réalisations. La meilleure attaque, toujours marocaine, avec 15 buts inscrits. Le meilleur gardien est également le Marocain Anissa Zeniti. La Guinée-Conakry s'en sort avec la meilleure défense de la compétition avec un seul but encaissé. La mauvaise défense est celle du Cameroun avec 8 buts encaissés. Le trophée Fair Play est revenu au Mali. C'est donc environ 3 semaines de compétition qui auront permis aux acteurs de se déployer différentes aires de jeu au Cameroun. Le rendez-vous a été pris en 2022 en Algérie pour la 7e édition. Et près de 60 pour avoir la vie de l'homme de la rue, en ce qui concerne bien sûr l'expérience d'une telle compétition organisée après la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 1972. Et on va dire que la performance des Lions à prime a laissé un goût amer au cœur, dans la bouche des Camerounais. Voici quelques réactions obtenues sur le terrain. Reportage de Charles Fisselangue. Les rideaux de la 6e édition du CHAN sont tombés ce week-end. Organisé au Cameroun, notamment dans les villes de Douala, Yaoundé et Limbé, le championnat africain des nations qui a eu pour vainqueur le Maroc, qui le remporte une fois de plus, aura laissé un certain goût aux Camerounais. Revenus à leurs habitudes de tous les jours, cette organisation qui entre dans le fichier des grandes expériences du Cameroun sur le plan de l'événementiel sportif continue d'alimenter les chaumières, mais surtout la prestation des Lions à prime dont les performances suscitent encore la divergence des opinions. Moi j'étais le plus mauvais de tous les 16 équipes. Et les filles n'arrivent pas à faire 2 passes au ballon. Mais pour les Lions, même pas 2 passes, 3 passes. Et les Camerounais qui ont bien fait les cartes, parce qu'on dit attendez à ce niveau, il faut dire la vérité. Ça regarde que les champions ne se jouent pas. Il est sorti 4e du tournoi. Il faut tirer notre chapeau. Pour l'équipe, c'est les blagues. L'équipe nationale de la blague, on a mis la vote. Ils n'ont rien joué. On est dans ce côté, on a regardé mal parce que c'est les Camerounais, mais là, ensemble, le foot ne nous a pas beaucoup. Le Cameroun, sous les des projecteurs durant cette compétition, a joué sa partition tant bien que mal, surtout qu'ici la beauté des stades est un élément qui permet de se bomber le torse malgré les nombreuses imperfections qui jouaient sa part de compétition. Je ne sais pas si c'était possible que, au lieu de bloquer la route, on pourrait mettre devant un cortège motorisé même pour accompagner les joueurs sans arrêter la circulation. Mais je vois pourquoi il fallait qu'on bloque la circulation toute la journée, de midi jusqu'à X heures seulement pour eux. Généralement, ce qui ne m'a pas plu, c'est la façon dont on a traité les joueurs quand ils ont gagné, quand ils ont perdu le match. C'est pas ça, on doit être fair play. Le CHAN est donc désormais derrière les Camerounais en laissant des leçons à tirer, surtout pour l'organisation des prochaines échéances sportives telles que la CAN prévue d'ici. Et dans la page internationale, nous prenons la direction de Haïti. Crise politique dans ce pays, 2 présidents et aucune instance pour statuer. Les précisions de France 24. Les rues de Port-au-Prince, quasi désertes. Les habitants de la capitale haïtienne semblent craindre de nouvelles violences alors que la situation politique est explosive. La nuit précédente, l'opposition au chef de l'État Jovenel Moïse a tenté un coup de poker en nommant un membre de la Cour de cassation président de transition. Je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile
Pour l'opposition et une partie de la population, dont ceux qui manifestaient dimanche en affrontant parfois les forces de l'ordre, le mandat de Jovenel Moïse, élu pour 5 ans en 2016, est bel et bien terminé. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus la présence de Jovenel Moïse au Palais national parce que son mandat arrive à terme. Mais pour l'exécutif, le mandat court jusqu'au 7 février 2022, le premier scrutin ayant été invalidé pour fraude et Jovenel Moïse ayant été réélu en 2017. Ça veut dire un dictateur. Dictateur, c'est le monde qui prend le pouvoir, ou on l'aile prend le pouvoir, mais on va qu'on l'aile quitter. L'entourage du président a par ailleurs dénoncé une tentative de coup d'État. 23 personnes ont été arrêtées. Côté que il y a une planification pour que le président soit arrêté et conduit à Petit Bois et au même moment pour investir le palais national. L'ONU a appelé les différentes parties à agir pacifiquement, inquiète pour ce pays, l'un des plus pauvres du monde, où la situation économique et sécuritaire est catastrophique depuis des années. Et crise politique qui s'achemine entre l'Europe et Moscou, qui replique à son tour et expulse un diplomate russe du territoire européen. Les précisions une fois de plus de France 24. Une mesure infondée selon Moscou. L'Allemagne, la Pologne et la Suède ont rendu coup pour coup ce lundi après l'expulsion de 3 de leurs diplomates. Une riposte annoncée sur Twitter par le gouvernement suédois. Nous avons informé l'ambassadeur russe qu'une personne de l'ambassade de Russie s'est vue demander de quitter la Suède. Il s'agit d'une réponse ferme à la décision inacceptable d'expulser un diplomate suédois qui ne faisait que son devoir. Vendredi, la Russie avait annoncé l'expulsion de diplomates accusés d'avoir manifesté en faveur de l'opposant Alexei Navalny, une décision prise alors même que le chef de la diplomatie européenne était en visite à Moscou. Je pense que cela montre clairement dans quelle direction les Russes veulent aller. Et cela va désormais alimenter les discussions en cours entre les États membres pour évaluer les conséquences que nous allons en tirer. Pour autant, selon certains, la diplomatie européenne à l'égard de la Russie devrait rester mesurée. Il était impossible de rien faire après ce qui se passe autour du cas de Navalny. Il y a une dégradation du fait de l'affaire Navalny des relations avec la Russie, mais d'un autre côté, on attend le vaccin russe et donc on ne peut pas non plus complètement fermer la porte à la Russie. De son côté, Moscou a réagi en dénonçant notamment l'ingérence de l'Occident dans leurs affaires intérieures. Et c'est avec cette information que nous fermons ce journal télévisé sur LTM. Retrouvez l'actualité ce mercredi à 7h45, à 13h le journal de la mi-journée, à 18h le journal bilingue, édition spéciale puisque le chef de l'État, président de la République Paul Biya, s'exprimera à la nation à la suite. Précédant bien sûr la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse, à la suite bien sûr une émission spéciale tout au clair qui va décrypter, analyser le discours du président de la République. Présentation de cette émission par Frédéric Motomé. Justement, avec Frédéric Motomé tout à l'heure, votre émission politique tout au clair dans quelques instants. Je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous.